C'est ainsi que l'habilité émotionnelle du noir, l'intégration sous-corticale de l'arabe, la culpabilité quasi-générique du juif sont des données que l'on retrouve chez quelques écrivains contemporains. La monographie de John Causeuse, par exemple, patronnée par l'Organisation mondiale de la santé, fait état, à partir d'arguments scientifiques, d'une lobotomie physiologique du noir. Cela veut dire que le noir d'Afrique, normalement, est un désintégré, physiologiquement. C'est très important, parce qu'il est admis scientifiquement que lorsque, à la faveur de gros troubles de la sphère mentale, comme dans les psychoses ou dans les névroses obsessionnelles, on pratique une lobotomie. Tout le monde sait que le malade européen qui est lobotomisé est un malade extrêmement amoindri. Eh bien, le noir, heureusement, peut échapper à cette lobotomie scientifique, puisque, normalement, il est lobotomisé. Salut, bonsoir. Si je devais faire comme Saïd et barrer ce que les autres avaient dit, je crois que je barrerais tout ce que j'ai écrit là, parce que l'essentiel a déjà été dit et parfaitement bien. Mais comme j'ai travaillé quand même pour le faire, je vais vous l'imposer, vous aurez à me subir. Et en échange, tout de même, je vous remercie de m'écouter, de bien vouloir m'écouter. Alors, je vous remercie d'autant plus que le sujet de notre réunion de ce soir n'est pas de ceux qui attirent beaucoup de monde. C'est un sujet qui peut sembler très général, très abstrait, alors que la plupart d'entre nous vivent des problèmes très concrets. Ils se débattent avec des problèmes d'argent, ils cherchent du boulot, ils sont confrontés au racisme, islamophobie ou négrophobie, au contrôle aux faciès, aux brutalités policières, ou alors ils se battent tous les jours pour avoir des papiers. Et puis il y a les dernières élections. Certains auraient préféré peut-être qu'on en parle plus longuement. Il y a donc des tas de questions urgentes à discuter. Et nous, qu'est-ce qu'on fait au Parti des Indigènes? Est-ce qu'on organise un meeting pour parler des problèmes concrets? Non. Nous, on organise un meeting pour parler de civilisation. Est-ce qu'on organise un meeting pour crier une fois de plus il y en a marre, comme on le fait depuis des décennies? Non. Nous, on va parler de ce qu'on appelle la modernité, pour vous dire qu'il faut en finir avec la modernité et que cette question est étroitement liée au racisme que nous vivons tous les jours. Bien sûr, certains nous diront que tout cela, c'est du blablabla d'un télo et qu'il faut être sur le terrain. À cela, nous répondrons que là où nous en avons les moyens, nous sommes sur le terrain. Nous répondrons que nous-mêmes, nous sommes une partie du terrain. Nous répondrons que l'expérience a montré que se battre sur les problèmes immédiats est indispensable, mais insuffisant pour casser le système raciste. Nous répondrons que réfléchir ensemble, nous, noirs, arabes et musulmans, c'est aussi être sur le terrain, parce que l'une des caractéristiques du système raciste consiste à nous maintenir dans l'ignorance, à nous interdire de penser ensemble pour nous-mêmes, à nous exclure de la réflexion collective. Nous dirons aussi que sans la connaissance, sans la réflexion, nous sommes condamnés à faire du surplace. Nous dirons que le mépris de la connaissance et de la réflexion ne fait pas partie de nos cultures. Il nous a été insufflé par ceux qui veulent que nous restions à notre place, c'est-à-dire en dessous d'eux. N'oubliez pas qu'ils ont fondé des écoles, répondront certains. Oui, ils ont fondé des écoles. Ils les ont fondées pour que nous apprenions à dire oui dans leur langue. Sans la réflexion, il n'y aura pas de politique pour nous-mêmes. Sans projet global, il n'y aura pas de politique pour nous-mêmes. Et sans politique, il n'y aura pas de changement. Pour changer les rapports de force, il faut un parti. Pour faire un parti, il faut un projet. Et pour faire un projet, il faut et de la pratique et de la réflexion. Il faut tout cela parce que la lutte contre le racisme exige un nouveau pouvoir politique qui entame un changement profond de la société. Un nouveau pouvoir qui est un véritable projet.
Il faut donc en premier lieu savoir ce que nous voulons. Voulons-nous être des citoyens ordinaires d'un État impérialiste qui pille l'Afrique et s'associe à toutes les entreprises impériales menées par les grandes puissances? Voulons-nous être des citoyens ordinaires d'une société bourrée d'injustice, d'une société sans idéal, sans spiritualité? Voulons-nous être juste des Français comme les autres, d'origine, de couleur ou de culture différentes, mais quand même des Français comme les autres? Voulons-nous juste du champagne halal, du Coca-Cola non sioniste et la disparition de Tintin au Congo des librairies? Évidemment pas. Depuis des décennies, tous nous disons non à l'intégration. Jusque-là, c'était généralement un mot d'ordre défensif. Il signifiait pour les uns « arrêtez vos balivernes, ne cherchez pas d'alibi au racisme, nous sommes déjà intégrés ». Pour d'autres, il signifiait « l'intégration, c'est l'assimilation, nous voulons la reconnaissance de nos cultures ». C'était très juste, mais aujourd'hui, nous devons en élargir le sens, l'approfondir, nous devons en faire un mot d'ordre offensif. Aujourd'hui, non à l'intégration doit signifier aussi nous refusons l'intégration parce que nous ne voulons pas d'un modèle de société ou d'une civilisation qui, depuis des siècles, produit du racisme, du colonialisme, des guerres atroces, de la misère et toutes sortes de désastres humains. Ce modèle de société n'est autre que la société qui s'est construite à travers la domination blanche. Il a pour nom la modernité. La civilisation blanche, c'est la modernité. Construire une alternative à la modernité, c'est poursuivre le combat anticolonial entamé par ceux qui nous ont précédés. Parce que c'est construire une alternative à un modèle de société qui a été imposé à nos peuples et que ce modèle de société est un synonyme, est un système d'oppression. Je sais bien que la modernité a bonne réputation, qu'on pense souvent qu'elle est neutre, qu'elle est synonyme de progrès pour tous et de mieux-être. Ce serait à elle que l'humanité devrait la science, la liberté, les valeurs d'égalité et de droits de l'homme. Tout cela est bien discutable, et nous n'avons pas le temps aujourd'hui d'en discuter. Disons simplement qu'indépendamment de la petite part de vérité que peut avoir le discours optimiste sur la modernité, il vise à masquer la réalité de ce qu'est concrètement la civilisation moderne. Ce discours vise en particulier à établir une hiérarchie entre les peuples qui ont accédé à la modernité et les autres qui les suivent péniblement. Rappelez-vous la phrase de Sarkozy sur les Noirs, qui ne serait pas entrée dans l'histoire. Elle signifie ceci: les Noirs sont des êtres inférieurs, et la preuve, c'est qu'ils ne sont pas entrés dans la modernité. D'une manière moins directe, il a dit la même chose des Arabes quand il est allé au Maroc pour fonder l'Union pour la Méditerranée. Le pire, c'est que nous aussi souvent on y croit au discours de la modernité. Nous disons de nous-mêmes que nous sommes arriérés, en retard, et qu'il nous faut vite nous moderniser. Et quand nous disons cela, le pouvoir blanc jubile. Ces missionnaires ont échoué, ces philosophes, ces politiciens, ces scientifiques, ces économistes ont réussi. Ils nous ont convaincus que la civilisation blanche est la meilleure et qu'il nous fallait imiter les blancs. Tout cela s'est incrusté dans nos cerveaux au point que nous sommes devenus incapables de penser la possibilité même d'un autre monde. Rappelez-vous encore, quand Claude Guéant a dit que certaines civilisations étaient plus avancées que d'autres. Tout le monde, et nous les premiers, s'est offusqué. Guéant n'en revenait pas. Pourquoi de telles réactions alors que tout le monde pense cela? Il n'est pas très malin, Claude Guéant. Il ne savait pas qu'il y a des choses que tout le monde pense, mais qu'il ne faut pas dire. Car tout le monde est convaincu en effet que la civilisation blanche, c'est-à-dire la modernité, est supérieure aux autres civilisations. Nous-mêmes, nous avons tendance à le penser, même quand nous affirmons le contraire. Et quand on pense que la civilisation blanche est supérieure aux autres, eh bien, on se trouve complètement désarmé pour contester radicalement la domination coloniale et raciale. C'est pourquoi on peut dire que la modernité est l'opium du peuple. La modernité, ce n'est pas le progrès. La modernité, c'est une vieillerie profondément malade.
La modernité, c'est une civilisation qui se tord dans ses contradictions depuis des lustres. La modernité, ce ne sont pas des idées, c'est quelque chose de bien concret. Et ce bien concret, ce n'est pas l'iPhone 4 ou 5 et la possibilité de jouer sur Facebook. Le concret de la modernité, ce qu'il y a derrière l'iPhone et Facebook, c'est un mode d'organisation politique, sociale, économique, culturelle, qui a commencé à se mettre en place il y a 5 siècles, en 1492, avec la colonisation des Amériques et le début de la traite négrière transatlantique. C'est un système politique, social et culturel qui repose sur la suprématie politique, économique et culturelle des Blancs sur les autres peuples. C'est un système économique profondément inégalitaire pour tous et qui est de surcroît couplé à une hiérarchisation raciale mondiale. Vous voulez quelques chiffres? Je vous en donne. 1,3 milliard d'habitants vivent sous le seuil d'extrême pauvreté, soit près du quart des habitants de la planète. Ce sont les chiffres de 2008. Et dans ces chiffres, il manque les données de près de 30% des pays d'Afrique subsaharienne et de plus de la moitié des pays d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient. Mais quand même, ils sont déjà significatifs. Et devinez de quelle couleur sont les habitants des pays où il y a le moins de pauvreté? Je vous laisse répondre. Le niveau de vie par habitant des pays à haut revenu est 3,5 fois plus élevé que la moyenne mondiale et 13 fois supérieur aux ressources des habitants des pays les plus pauvres. De quelle couleur sont les habitants dont le niveau de vie est supérieur 3,5 fois aux autres? Je vous laisse répondre. Le niveau moyen en Afrique subsaharienne est 5 fois inférieur à la moyenne mondiale. Le niveau de vie d'un habitant des États-Unis est 42 fois équivalent à celui d'un Éthiopien. Les 1% les plus riches de la planète possèdent 43,6% de la richesse mondiale. Et les 10% les plus riches, eux, en détiennent plus de 80%. L'Amérique du Nord et l'Europe possèdent plus de 60% de cette richesse. Quelle est la couleur de ceux qui n'ont rien? Je vous laisse aussi répondre. Parmi les 2 milliards d'enfants que compte la planète, la moitié vit dans la pauvreté. 90 millions d'enfants souffrent de carences nutritionnelles graves. Devinez où ils vivent? Là encore, je vous laisse répondre. En 50 ans, l'espérance de vie moyenne a progressé de plus de 20 ans. Malgré tout, l'espérance de vie des pays les plus pauvres a progressé aussi. Elle équivaut à celle des pays riches avant les années 1950. Les populations d'Europe de l'Ouest et d'Amérique du Nord ont les espérances de vie les plus longues. Un dernier chiffre, parce qu'autrement je vais vous épuiser avec les chiffres. Un dernier. Aux États-Unis, le pays le plus moderne et le plus puissant du monde. 1% de l'ensemble de la population est en prison. C'est énorme. Il n'y a pas plus forte preuve de l'échec d'un modèle de société. Quelle est la couleur de l'écrasante majorité des détenus? Je vous laisse répondre. Des chiffres comme cela, on pourrait en citer à l'appel. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que la modernité, ce n'est pas le progrès pour tous, mais le progrès pour une petite minorité. Ils disent que les progrès dont bénéficie cette minorité n'existent qu'à la condition que l'immense majorité en soit exclue, ou à la rigueur n'en est que des miettes. Le pire, c'est que lorsque des miettes nous sont concédées, on en vient à croire naïvement que la modernité nous profite à nous aussi. La modernité prétend instaurer la liberté, mais elle a fait de la logique économique le maître du monde. La modernité nous transforme toujours plus en appendice des machines et de la technologie. La modernité tue les rythmes de la vie et de la nature pour nous soumettre au calcul industriel du temps. Au nom de la primauté de l'individu, la modernité développe la primauté de l'individualisme le plus féroce. Au nom de la démocratie, elle a construit des États bureaucratiques qui deviennent leur propre fin, tout en défendant les plus puissants. Elle crée l'insécurité généralisée. Et au nom du combat contre l'insécurité, elle multiplie les dispositifs sécuritaires liberticides. Au nom de la paix, au nom des droits de l'homme et du progrès, elle multiplie les guerres. Guerre économique, guerre impériale, guerre raciale, parfois génocidaire,
guerre hyper meurtrière et destructrice, comme aucune civilisation n'en avait jamais connue. Au nom du bien commun, la modernité détruit le bien commun de l'humanité, c'est-à-dire la nature. Au nom de la culture pour tous, de l'universel et de l'innovation perpétuelle, elle détruit les cultures, la mémoire des peuples, les coutumes et les savoirs dits traditionnels. Au nom de la rationalité et de la science, elle cherche à détruire les spiritualités, les croyances et les traditions. C'est cela, la réalité de la civilisation blanche à laquelle on nous demande de nous intégrer. C'est cette civilisation que le colonialisme, dans ses formes anciennes et nouvelles, veut nous imposer. Cette civilisation, de nombreux anticolonialistes l'ont déjà contestée. Je ne citerai que le grand Aimé Césaire. Il disait, je le cite, « Une civilisation qui s'avère incapable de résoudre les problèmes que suscite son fonctionnement est une civilisation décadente. Une civilisation qui choisit de fermer les yeux à ses problèmes les plus cruciaux est une civilisation atteinte. Une civilisation qui ruse avec ses principes est une civilisation moribonde. » À notre tour, nous pouvons dire que les horreurs du colonialisme, de l'impérialisme et du racisme, pour ne citer que celle-là, constituent un acte d'accusation définitif contre la modernité. Elle sonne le glas des prétentions occidentales à donner sa civilisation en modèle. La civilisation blanche n'a pas de circonstances atténuantes. Elle se condamne elle-même tous les jours. Faut-il comprendre de ce qui précède que nous condamnons tout en bloc dans la civilisation blanche? Faut-il comprendre que nous magnifions le passé et que nous voudrions reconstituer des sociétés depuis longtemps disparues? Bien sûr que non. La modernité a créé en son propre sein des résistances de toutes sortes. Résistance des Blancs qu'elle opprime aussi, et résistance des peuples qu'elle a soumis à sa domination. Ces résistances, les idées qu'elles ont développées et leur conquête partielle constituent autant de points d'appui pour tracer les voies d'une alternative décoloniale à la modernité. Je dis bien des points d'appui et non des références qu'il faut prendre telles quelles. Il nous faudra en faire aussi la critique d'un point de vue décolonial. Rompre avec l'européocentrisme qui les a marqués. Il faudra les reprendre tout en les dépassant. Et pour les dépasser, il nous faudra, entre autres choses, revenir vers nos passés. Non pas pour dire tout y était formidable, mais pour en retrouver les promesses d'un avenir autre qu'ils recelaient en leur sein. Pour en retrouver tout ce potentiel historique extraordinaire que la colonisation a voulu faire disparaître. Pour en retrouver ces histoires riches d'une infinité de futurs que la modernité n'a pas pu effacer complètement des pratiques sociales et de la mémoire de nos peuples. C'est la persistance de nos traditions, de nos croyances, de nos arts, de nos mythes, de nos souvenirs, de nos valeurs. C'est la persistance de tout ce passé précolonial dans le présent qui nous inspire, qui nous donne une base, non pas pour abolir d'un coup de baguette magique ce qui est, mais pour penser son dépassement et pour nous projeter dans un futur décolonisé. Tous les jours, les crises terribles que traverse la civilisation blanche nous prouvent qu'elle mérite moins que jamais de régner sur le monde et que les forces pour la renverser existent. L'Occident a perdu le monopole de l'histoire et il ne le digère pas. Notre rôle aujourd'hui en France, au-delà de nos luttes quotidiennes contre le racisme et les discriminations, est de nous inscrire dans ce combat historique pour imposer une alternative à la situation actuelle. Et dans ce combat au quotidien, dans les alternatives que nous forgerons à travers nos luttes, deux valeurs complémentaires nous guideront. Deux mots, la dignité et la générosité. En arabe, pour dire la même chose, 3 consonnes suffisent. Kef, Ra, ou Mim. El-Karama, la dignité, El-Karam, la générosité. Et pour ceux d'entre nous qui sont musulmans, nous n'oublierons pas que ces 3 consonnes donnent à Allah l'un de ses 99 noms, El-Karim. Merci.